En 2025, ça n'a rien de nouveau, presque tout notre environnement est contaminé par des trucs chimiques. Ton shampoing, ton dentifrice, la nourriture que tu manges, même l'eau que tu bois peut contenir des pesticides et des microplastiques. Bref, même respirer, c'est devenu dangereux. Et pour soigner un mal que tu peux développer à cause de tout ça, on te prescrit des médicaments, eux-mêmes pas toujours très safe. Parfois, les effets désastreux de ces derniers ne se manifestent qu'après plusieurs décennies. Mais dans d'autres cas, les dégâts sont bien plus immédiats. C'est exactement ce qu'il s'est passé au milieu des années 50, où un médicament censé t'aider à aller mieux a littéralement détruit la vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, avec l'étrange voyage, on va se pencher sur l'un des plus grands scandales pharmaceutiques du XXe siècle. Et attention, cette vidéo contient des images et des témoignages difficiles à voir. Bon voyage! En 1956, le jour de Noël, un esprit de fête règne dans la petite ville d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Partout, les rues sont illuminées par la magie de Noël. On s'amuse, on retrouve ses proches et, pour certains, le plus beau cadeau de cette fin d'année n'est autre qu'un enfant. C'est le cas d'une femme qui vient tout juste de donner naissance à une petite fille en ce 25 décembre. Cependant, la joie ne dure pas. En découvrant leur bébé, les parents réalisent avec horreur que quelque chose ne va pas. Malheureusement, ce cas ne sera que le premier d'une longue série. Dans une partie de l'Allemagne, des enfants mal formés commenceront à naître sans que l'on comprenne ni pourquoi, ni comment. Parmi les nombreuses familles touchées par ce drame, il y a celle de Linde Schultz-Ihlen. En avril 1961, elle met au monde son premier enfant dans la ville de Hambourg, en Allemagne. Cependant, après l'accouchement, il y a un silence de mort qui règne dans la pièce. Linde, ne comprenant pas ce qu'il se passe, demande donc à l'infirmière à côté d'elle ce qu'il y a. What has happened to my baby? Is anything wrong? Yeah, she said, just, let's say, without any emotion. Yeah, he's just got short arms. And I, like a child would have asked possibly, I said, and aren't they growing anymore? And she said, this can't grow. This will be like it is now. And then I felt like I was beaten to death. Comme pour rendre la situation plus horrible encore, le médecin donnera à Linde ce conseil. Just get another child. Like, forget about him, you know? Throw him away, forget about him. Je ne sais pas si quelqu'un qui donne de tels conseils peut être considéré comme un médecin. Quoi qu'il en soit, Karl, le mari de Linde, la rejoint rapidement et, tout comme elle, il est en état de choc. Ils sont tous deux incapables de caresser ou d'embrasser leur nouveau-né. Peu de temps après, Karl lui fera alors part d'un secret qu'il avait gardé pour lui durant 1 mois et demi. 6 semaines plus tôt, sa sœur avait donné naissance à une petite fille présentant quasiment les mêmes difformités physiques. Forcément, il doit donc y avoir un lien entre eux, quelque chose de similaire ayant provoqué ces malformations. Ils vont alors enquêter, poser des questions, faire des recherches, voulant à tout prix trouver ce qui a causé ça. C'est ainsi qu'en juin 1961, un ami universitaire de Karl l'a mis en relation avec le docteur Widukind Lenz, un pédiatre renommé de la clinique des enfants de l'université de Hambourg. Très touché par leur histoire, il a commencé à mener sa propre enquête. Il passera des coups de fil dans d'autres villes allemandes, où il questionnera ses collègues médecins sur ce sujet. Grâce à ces appels, il réussira à compiler une liste de nombreux cas similaires. Dès lors, Karl et le Dr Lenz vont commencer à travailler ensemble. À bord de leur voiture, ils vont partir pour un périple qui les conduira à travers toute l'Allemagne du Nord. Ils vont s'arrêter à toutes les portes, toutes les maisons. Partout, ils demanderont s'il y a eu des cas d'enfants nés avec des petits bras ou des petites jambes. They went from one small village to another and asked, are there any children with short legs or short arms born? And those kids were hidden away at that time in the small villages. And he asked in restaurants and bars and at the local police office, and everybody said, no, not in our town. And then he showed a picture of me and said, this is my boy. And can I please repeat my question? And then they said, well, at the end of the road, there has been a very sad incident. À partir de ces découvertes, un vrai coup de projecteur sera enfin donné sur ces tragédies. Un lien sera fait entre les cas de malformation et la cause ayant provoqué cela. Par exemple, en remontant au premier bébé de la thalidomide né le 25 décembre, il sera découvert que son père travaillait pour une société pharmaceutique locale du nom de Kimi Grunenthal. Quelques employés qui travaillaient pour cette entreprise avaient pu emmener chez eux des échantillons d'un médicament nommé thalidomide. La firme Grunenthal avait développé la thalidomide
car elle souhaitait trouver une alternative au barbiturique, des sédatifs très utilisés mais pas vraiment safe pour le corps. Étant donné que la thalidomide ne semblait pas toxique ou avoir d'effets secondaires, c'était donc là pour eux un excellent sédatif. On a dit aux employés qui bossaient pour eux, tout est clean, vous pouvez en prendre. Et c'est aussi recommandé pour les femmes enceintes pour les aider lorsqu'elles ont leur nausée matinale. De ce fait, certains maris ont donné en toute confiance ce médoc à leurs femmes, sans se douter qu'il s'agissait d'un véritable poison. Dans les années qui vont suivre, au moins 6 femmes d'employés travaillant pour Grünenthal mettront au monde un enfant thalidomide. Malgré cet effet secondaire effroyable dont entendra parler la firme, rien ne sera fait. Aucune action ne sera prise pour enquêter sur ces cas, la société préférant fermer les yeux. Pire encore, le médicament, initialement local, deviendra national. Il sera mis sur le marché allemand le 1er octobre 1957 et vendu dans tout le pays sous le nom de Contergan. Je pense qu'ici, on connaît tous le Doliprane fait de paracétamol. Bah dis-toi, le Contergan, c'était son équivalent fait de thalidomide. Tu pouvais le trouver et l'acheter facilement. En plus d'être recommandé pour les femmes enceintes, il était aussi utilisé contre la grippe et pour lutter contre l'insomnie. Pour ne rien arranger, en avril 1958, la thalidomide s'exportera à l'international en commençant par le Royaume-Uni. Par la suite, c'est dans pas moins d'une quarantaine de pays que sera commercialisée la thalidomide sous plusieurs noms différents. Pour ne citer que les principaux, on trouvera donc ce médicament en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède ou encore au Japon. Partout, ce médoc sera présenté comme une solution miracle. De nombreux médecins en recevront par ailleurs des échantillons et on les incitera à en prescrire à leurs patients. Et malgré de nombreux rapports envoyés par des médecins auprès de la compagnie pour les informer de la dangerosité de leurs produits, Grünenthal ne réagissait pas. Au contraire, ils envoyaient des lettres pour rassurer le personnel médical en leur affirmant que tout allait bien. Il a fallu attendre 1961 pour que des mesures soient enfin prises, soit 5 longues années durant lesquelles la thalidomide s'est insidieusement installée dans le quotidien de milliers de personnes. Ce qui a poussé Grünenthal à retirer son produit du marché allemand le 28 novembre 1961, c'est qu'un scandale éclata la veille. Les effets dévastateurs du médicament firent la une des journaux, révélant au grand public l'ampleur du drame. Mais ailleurs, dans les nombreux pays où la thalidomide était vendue, il faudra encore patienter plusieurs mois avant qu'elle ne soit enfin retirée des étagères. Les chiffres et les conséquences de tout ça font froid dans le dos. Il est estimé qu'à cette période, c'est environ 20 000 enfants qui seraient nés avec des malformations causée par la thalidomide. Ce chiffre aurait même pu être plus élevé si Frances Kelsey n'avait pas été là. Cette pharmacologue et médecin canadienne a refusé d'autoriser la mise sur le marché américain de la thalidomide en raison de tests insuffisants sur ses effets. Elle a ainsi empêché une catastrophe sanitaire majeure. Kelsey was extraordinarily determined, brave, tough, resilient. She kept knocking back Merrill's application. She kept telling them that there was not the testing to back their application, that it was substandard. They never managed to persuade her their drug was safe and fit for sale. Merrill poured on the pressure. They contacted the FDA 50 times. They went behind her back to her superiors. They complained about her in writing. They threatened libel proceedings. They pushed and pushed and pushed, and she was resolute. She was unbelievably tough. Grâce à cette action, le président John F. Kennedy lui remettra en août 62 la médaille du service civil distingué, l'une des plus hautes distinctions civiles aux États-Unis. Pour en revenir aux 20 000 enfants victimes de la thalidomide, environ la moitié sont décédés, soit avant la naissance, pendant l'accouchement ou peu de temps après leur venue au monde. Les causes étaient aussi nombreuses qu'atroces. Déformations physiques, problèmes neurologiques comme des malformations du cerveau, ainsi que des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, notamment l'absence ou la malformation de certains organes vitaux. Si certains survivaient, un sort plus cruel encore les attendait, l'infanticide. Certains étaient assassinés par leur propre famille ou euthanasiés par le personnel médical, sans compter ceux qui ont dû être jetés dans les poubelles ou ayant connu un sort tout aussi funeste car non considéré comme un être humain. Un exemple qui peut illustrer cela, c'est le procès de Softenon, qui s'est déroulé à Liège en Belgique dans les années 60. Le 22 mai 1962, une petite fille atteinte de graves malformations vient au monde à la maternité de Recourt en Belgique. Dépourvue de bras, elle ne possède que ce qui s'apparente à des embryons de mains au niveau des épaules. Handicap supplémentaire, le bébé n'a pas d'anus. Désespérés, ses parents, Suzanne et Jean Van de Putte, demandent alors au médecin qui l'a mis au monde de l'euthanasier sans tarder, ce qu'il refusera catégoriquement. Ils se dirigeront alors vers un autre docteur qui accepte de leur fournir une ordonnance mortelle. Le 29 mai, 7 jours après sa naissance, la petite fille, qui ne recevra jamais de prénom, reçoit son dernier biberon. Sa mère y a mélangé une dose létale de somnifère à base de barbiturique. Lentement, l'enfant s'endort
pour ne jamais plus se réveiller. Le lendemain, lorsque le médecin de famille vient constater le décès, le père avoue le crime. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale, les 5 personnes ayant participé au meurtre, à savoir la mère, le mari, la grand-mère, la sœur et ainsi que le docteur ayant prescrit l'ordonnance, seront jugées le 5 novembre 1962. Après seulement 1h48 de procès, elles seront toutes acquittées et accueillies avec joie par la foule. Beaucoup cependant dénonçaient l'issue de cette affaire, en craignant que la mort des enfants handicapés puisse se généraliser un peu partout, car visiblement non punis par la loi. En tout cas, les 2 époux finiront par divorcer. Quant au docteur ayant prescrit l'ordonnance, il décédera peu de temps après d'un cancer. Tu l'as compris, une sorte de débat s'est ainsi créé. Au niveau éthique, moral, mieux vaut-il mettre fin à la vie d'un nouveau-né car handicapé ou pas? Quoi qu'il en soit, il y a eu de nombreux cas aussi où les parents des enfants thalidomides tombaient en dépression, pouvaient finir internés car ils perdaient totalement la raison, ou encore finissaient par se faire piou-piou. Vous voyez ce que je veux dire? Face aux milliers de vies brisées et aux familles détruites à jamais par la thalidomide à travers le monde, et alors que des rapports accablants contre Grünenthal se multiplient, des accusations de négligence criminelle finiront par être portées contre les dirigeants de la firme en 1967. Ils comparaîtront ensuite devant la justice lors d'un procès qui s'ouvrira le 27 mai 1968 à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. C'est là que beaucoup de personnes en apprendront davantage sur les dirigeants. Et je pense que tu vas aussi être choqué que moi. Enfin, choqué, de nos jours, il n'y a plus rien de surprenant. Les postes influents au sein de l'entreprise étaient occupés par 3 anciens Zina. Maintenant, je vais te parler de leur CV. Déjà, il y avait lui, Heinrich Muchter, un ex-médecin Zina ayant mené des expériences sur des prisonniers dans le ghetto de Varsovie et d'autres camps. Spécialiste de pharmacologie, il a testé des médicaments sur des détenus sans leur consentement. Après la guerre, il devient directeur de la recherche chez Grünenthal et est directement impliqué dans le développement de la thalidomide. Il y avait aussi cet Otto Ambros qui avait pour surnom le chimiste du diable, condamné pour meurtre de masse et esclavage. Il a par ailleurs travaillé sur le Zyklon B, un pesticide à base de cyanure utilisé dans les camps de concentration. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'industrie chimique sous le régime Zina. Après sa sortie de prison, il devient président du conseil d'administration chez Grünenthal. Enfin, il y avait Hermann Wirtz, le propriétaire de Grünenthal. Dans sa ville natale, il était membre du parti Zina, où le monsieur qui dirige ce parti l'avait même récompensé. Le déroulement du procès en tout cas sera à moitié une blague. L'avocat personnel de Hermann, un certain Joseph Urbanger, avait démissionné pour devenir ministre de la Justice dans la province où avait lieu le procès. 2 ans et demi plus tard, le procès a été brusquement interrompu. Le verdict a été le suivant. La majorité des preuves incriminant Grünenthal ont été dissimulées au public. En contrepartie, la firme s'engage à verser une pension mensuelle à vie aux victimes de la thalidomide, allant de 30 à 140 $ par mois. 140 $ représentant une somme inférieure au SMIC, donc 30 $. Cela faisait pas moins de 300 €. En échange de cette compensation totalement ridicule, les victimes de la thalidomide ne doivent plus jamais intenter de procès contre Grünenthal. Tu le sens que l'entreprise ne fabrique pas ses médicaments pour aider les gens, mais uniquement pour se faire de l'argent sur leur dos. Surtout que tout le monde n'a pas été indemnisé. Pour la plupart des victimes de la thalidomide au Canada, ils n'ont absolument rien perçu. On les a laissés dans leur galère. Du côté des dirigeants de Grünenthal, qui ont été jugés, ils s'en sont sortis tranquillement et n'ont jamais été incarcérés. Ils sont juste rentrés chez eux et ont repris leur vie comme si de rien n'était. Pour eux, rien n'avait vraiment changé, mis à part que l'image de leur entreprise était un peu ternie. Mais concernant les enfants thalidomides qui eux ont survécu, c'est toute leur vie qui a été affectée à jamais. Et en plus de déformations physiques, leurs os vieillissent plus rapidement qu'un être humain normalement constitué, donc ils vivent moins longtemps. On va se pencher sur quelques-uns d'entre eux. Monica Eisenberg est venue au monde avec un bras plus court que l'autre. Son enfance fut assez malheureuse, car souvent victime de moqueries, en raison de son handicap, raison pour laquelle sa mère faisait en sorte de lui coudre des hauts avec une manche plus longue que l'autre pour cacher son petit bras. Qui plus est, ils habitaient pas loin d'un hôpital où, quelques années plus tôt, les NZ y tuaient et brûlaient des enfants handicapés. J'imagine bien qu'elle avait peur qu'un sort similaire attende sa fille. Sa mère tentera de l'élever du mieux qu'elle peut avec la maigre pension que leur verseront Grünenthal tous les mois. Monica ira dans une école spécialisée où des enfants comme elle devaient travailler bien plus que les autres jeunes de son âge. En grandissant
grandissant, elle consacrera sa vie professionnelle à aider les handicapés physiques et mentaux. Aujourd'hui, elle souffre d'une sévère courbure de la colonne vertébrale causée par la thalidomide, l'obligeant donc à prendre des analgésiques tout au long de la journée pour calmer la douleur. Le début de vie de Eileen Cronin fut assez difficile. Née sans jambes, elle était le 7e enfant de la famille. Lorsque ses parents l'ont présentée à ses frères et sœurs, ils leur ont tous demandé de la mettre ailleurs, que ce n'était pas un bébé et qu'elle n'était pas non plus leur sœur. Être rejetée par les autres, c'est déjà une épreuve, mais l'être aussi chez soi, c'est encore plus douloureux. Heureusement, malgré tout, elle connaîtra une enfance relativement normale. Même si elle mettra une prothèse à ses jambes pour se déplacer, etc., elle se fera des amis, trouvera un homme qu'elle épousera. Elle aura également un enfant. Bien qu'elle avait peur qu'il ait le même handicap qu'elle, au final, il n'en sera rien. Jan Schulte-Hillen racontera avoir eu une enfance heureuse. Il pourra faire tout ce qu'il désire, et même lorsque son rêve de devenir médecin sera tourné en dérision par ceux qui le jugent incapable, il n'y prêtera pas attention. Il écoutera avant tout son cœur et sa mère qui l'a toujours soutenu. Elle lui répétera que s'il le veut vraiment, alors rien ne l'empêchera d'y parvenir. Et devine quoi, il y arrivera. Aujourd'hui, c'est un médecin urgentiste qui exerce en Suisse. Louise Masson, quant à elle, n'a pas eu autant de chance. Ses parents n'ayant pas le temps de s'occuper d'elle, ils l'ont placée dans une situation où elle restait toute seule, presque tous les jours de l'année. Les seuls moments où elle pouvait rentrer chez elle, c'était une semaine en été, une semaine à Pâques, une semaine à Noël et quelques jours fériés. En parallèle, les autres enfants de son institution se moquaient d'elle en permanence. Donc, elle avait personne à qui parler. Et à tout ça, il faut ajouter un autre truc horrible qui lui est arrivé. Un jour, dans son école, à l'âge de 13 ans, un élève l'a pris à part. I was shaking, I was tearful, and they took my underwear off and saw blood. And I tried to explain to them what had happened, but they did nothing. They did nothing at all. C'est uniquement lorsqu'elle deviendra majeure qu'elle pourra quitter cette école et pourra enfin commencer à vivre une vie plus heureuse et épanouie. Elle gagnera en autonomie, pourra sortir, aller à des fêtes, fréquenter des pubs et même apprendre à conduire. Une fois son permis en poche, elle pourra se déplacer librement. Elle fera aussi la rencontre d'un homme, lui aussi victime de la thalidomide, avec qui elle finira par se marier. Aujourd'hui, loin des épreuves de son enfance, elle mène une vie heureuse. Franchement, après l'enfance super triste qu'elle a eue, tant mieux pour elle. Nico van Glasso est un thalidomidien. En raison de ses bras trop courts, il tombait régulièrement sur le visage sans pouvoir se rattraper, ce qui l'amenait à craindre chaque chute et limitait parfois son envie de s'amuser. Malgré ces défis, il a trouvé la voie dans le cinéma. Il a reçu un appareil photo dans son enfance, éveillant ainsi son intérêt pour l'image. En grandissant, il s'est tourné vers le grand écran et est devenu réalisateur. Ainsi, plusieurs de ses films et documentaires ont rencontré un franc succès, notamment Nobody's Perfect, qui traite de la thalidomide et lui a valu de nombreuses récompenses, dont un Oscar. Da ist eine Familie, die heißt Wirtz, eine der reichsten Familien Deutschlands. Milliardäre. Und sie haben wahnsinnig viel Geld verdient mit Contergan. Warum gebt ihr uns nicht davon etwas ab? Warum? Quant à Alvin Lowe, il a été abandonné à la naissance par ses parents biologiques. Les médecins leur avaient dit qu'il ne pourrait jamais mener une vie normale et qu'il n'y avait rien à faire. De plus, sa grand-mère le considérait comme l'enfant du diable, persuadée que sa malformation était due à une malédiction. Sous son influence, ses parents ont fini par l'abandonner. Heureusement, il sera adopté par un couple de personnes âgées qui l'élèveront comme leur propre fils. Ce qu'ils vont faire, c'est lui apprendre à utiliser ses pieds comme si c'était des mains. Et à partir de là, sa vie va totalement changer. Grâce à des heures incalculables de travail, il apprendra petit à petit à tout faire avec ses pieds. Jouer au piano, changer ses vêtements, boire ou manger, conduire, faire de la batterie. En somme, il mènera une vie presque normale grâce à cette habitude qu'il a eue dès le plus jeune âge à se servir de ses pieds. Aujourd'hui, il continue à se produire sur scène et est également conférencier. Il délivre des discours inspirants à un large public, qu'il s'agisse de particuliers, d'étudiants, de professionnels ou encore de personnes en situation de handicap, afin de les encourager à croire en eux. And the next time you're ready to give up or quit or pack it in, well, if it helps even a little bit, remember the goofy-looking guy that played the drums with his feet. But remember the words I live by every day. There's no such word as can't. Thanks, and we'll see you again. Tout comme les autres, il trouvera aussi quelqu'un dont il tombera amoureux. Ils se marieront et auront un fils. Bien sûr, ces personnes ne représentent qu'une minorité parmi toutes les victimes de la thalidomide. Heureusement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Et leur vie est même devenue une source d'inspiration. Si, avec de tels handicaps, ils sont capables de faire autant de choses,
alors quelque part, presque tout le monde peut le faire. Concernant le laboratoire Grünenthal, il s'est officiellement excusé le 31 août 2012, soit plus de 50 ans après la catastrophe de la thalidomide. Lors d'une cérémonie en Allemagne, le PDG de l'entreprise exprimera ses regrets. Darüber hinaus bitten wir Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. Stattdessen haben wir geschwiegen und das tut uns sehr leid. Wir bitten Sie innig, unsere lange Sprachlosigkeit als das Zeichen der stummen Erschütterung zu sehen, die Ihr Schicksal bei uns bewirkt hat. Grünenthal is still a privately owned company. The Wirtz family owns it today, just as it did in 1960. It does not have shareholders demanding returns. The Wirtz family's personal fortune has been variously estimated at between 2 and 3 billion euros. It would not drive that family into penury or bankruptcy or poverty to loosen the purse strings and behave in a more generous fashion towards survivors. I not only want the money, I want the revenge. I want the revenge. You know, they killed 5,000 children. Yeah, they made another 5,000 children's life miserable. They made the life of 10,000 parents awful. Yeah, they are responsible and they should pay for it. Quelque part, c'est pas horrible de se dire que si la thalidomide n'avait pas causé autant de problèmes, on n'en aurait sûrement jamais entendu parler. C'est aussi ça qui est triste, si ça n'aurait touché que 5 ou 6 enfants, ça aurait été mieux. Par contre, pour ces quelques victimes justement, leur vie aurait basculé à jamais et ils auraient fini dans l'oubli. C'est horrible que parfois, il faille qu'il y ait des victimes en masse pour que quelque chose soit fait pour les aider. Et encore, des fois, ça ne suffit pas. Au milieu des années 60, malgré le scandale mondial lié aux malformations congénitales, la thalidomide a continué à être distribuée, mais sous une nouvelle indication, le traitement de la lèpre. Ce repositionnement thérapeutique s'est fait principalement dans des pays où la réglementation est moins stricte, où la lèpre restait un problème majeur de la santé publique. Ainsi, la thalidomide a été utilisée au Brésil, en Inde, en Thaïlande et dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, le médicament est toujours en circulation, malgré ses effets néfaste. Bien sûr, c'est comme chaque chose. Ça peut être bien ou mauvais, ça dépend comment tu l'utilises. Si la thalidomide peut servir à soigner quelques maladies, eh bien, il faut l'utiliser. Mais derrière, il faut juste qu'il soit bien prescrit et également vérifier et suivre les effets secondaires néfastes. Le diable ne se présente jamais sous une forme effrayante, il se déguise. Et à l'époque où l'apparence dicte la perception, où l'on juge avant tout avec les yeux plutôt qu'avec l'intuition et le ressenti, il est plus crucial que jamais de rester vigilant. Faire attention à ce que l'on accepte, aux services auxquels on fait confiance et surtout, à qui l'on confie sa santé et son avenir. En vrai, si la plupart des personnes connaissaient réellement ceux qui dirigent certaines industries et à quel point certaines firmes sont dépourvues de tout scrupule, il faudrait pas attendre longtemps pour voir éclater une révolution. Quoi qu'il en soit, le scandale de la thalidomide restera à jamais gravé comme une tragédie humaine qui a brisé des milliers de vies innocentes. C'est une histoire de souffrance, mais aussi de courage, grâce aux victimes et à leurs proches qui ont fait entendre leur voix pour que ces erreurs ne soient jamais oubliées. Cette tragédie nous rappelle l'importance de questionner ce que nous consommons, d'exiger des comptes et de ne jamais sacrifier l'éthique au nom du progrès. Le monde extérieur n'est souvent qu'un miroir de notre monde intérieur. Si de telles tragédies continuent à se produire, peut-être est-il temps que chacun de nous s'interroge sur le rôle qu'il a à jouer dans cette immense toile qu'est l'humanité. Alors sans doute, et seulement sans doute, pourrions-nous espérer un avenir où des désastres comme celui de la thalidomide ne se reproduiront plus jamais. Un avenir où ces erreurs du passé, loin d'être oubliées, résonneront à jamais dans l'éternité, comme un rappel immuable de ce que nous ne devons plus jamais permettre.